Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaires. Bon visionnage. L'idée, c'est le faux ami de l'artiste. Votre idée, c'est pas quelque chose qui fait de vous quelqu'un d'inventif. Méfiez-vous des gens qui ont une idée, d'ailleurs les artistes qui se disent « Moi, ça fait 10 ans que j'ai une putain d'idée, je vais la faire, ça va être machin », c'est toujours naze. Toujours. Pourquoi ? Parce que on n'a pas une imagination fertile, on a une imagination très limitée. Là où on est fertile, c'est après l'imagination. Mais il faut y aller. Alors, je suis pas un grand fan d'Astier, mais pour le coup, je dois bien admettre qu'il a raison. L'idée n'est pas suffisante pour faire une œuvre de qualité, sinon Tenet ou Inception seraient de bons films. Et oui, j'ai dit Inception. En fait, une œuvre qui ne repose que sur son concept épuise rapidement tout son potentiel. On en parle quelque temps et puis on oublie qu'elle a existé. Et quand on s'en rappelle, on se dit « Ah ouais, le film dans les rêves là, ça impressionne, ouais, mais ça ne provoque aucune émotion esthétique. » On n'y revient jamais ou rarement, ça sert à rien. Parce que l'idée nous est déjà connue et qu'elle n'apporte rien d'autre qu'elle-même. Une fois que le concept est posé, plus personne ne s'en approche parce qu'il est épuisé par le simple fait d'avoir été utilisé une seule fois. Bien. Cette année, l'œuvre qui a gagné le prix du meilleur album au festival d'Angoulême, c'est celle-là. Une BD vue du dessus, schématique, les personnages sont des ronds colorés, bref, un truc pas très grand public, et qui repose sur un concept graphique fort. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Forcément, on se dit alors que la BD a été récompensée pour sa prise de risque, pour son idée, pour son concept, que ceci est sa seule qualité, et donc que par corollaire, l'œuvre n'a rien d'autre à raconter que son concept. Que la BD a été récompensée par des bobos qui se paluchent l'asticot, mais que nous, on va pas se faire avoir. Que c'est moche et que ça n'a aucun intérêt. Que ceux qui prétendent le contraire sont des sales élitistes. Ou bien des menteurs. Eh bien aujourd'hui, je vais essayer de briser vos préjugés et vous montrer en quoi cette œuvre chelou est une excellente BD que vous devriez lire à votre tour. Si jamais j'arrive à vous convaincre, vous irez voir en description, il y aura mon petit lien d'affiliation, ça fait toujours plaisir. Salut à tous, c'est le fils de Bulle. Vous regardez l'émission Lisez des BD. Générique. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... J'ai horreur de ça. Plouf, plouf, flaou. La BD n'est plus ce qu'elle est. Je suis un perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. Pour la petite histoire, le livre est d'abord sorti en allemand, puisqu'aucun éditeur français auquel Martin s'est adressé n'a osé publier cet ovni. Bien mal leur en a pris. Die Farbe der Dinge, comme ils disent là-bas, a reçu le prix suisse du livre pour l'enfance et la jeunesse en 2021, le grand prix de la critique ACBD en 2022 et le Fauve d'or d'Angoulême en 2023. Joli palmarès. Martin Panchaud étant dyslexique, il avait quelques soucis concernant tout ce qui a trait à l'écriture et à la lecture. Afin de raconter ses histoires, il a donc mis au point un système de symboles, réduisant les personnages à leur plus simple appareil. En transformant ces personnages en figures abstraites, Martin fait jouer l'imagination du lecteur, le laissant interpréter l'image selon ses propres souvenirs et ses propres connaissances. Si je vous montre par exemple sa réinterprétation de Star Wars, je pense que vous allez connecter tout de suite les scènes avec ce que vous connaissez déjà. Pour la couleur des choses, c'est un peu pareil, mais avec notre culture populaire commune, à laquelle s'ajoutent nos souvenirs personnels. Il en ressort que La couleur des choses est une lecture qui demande un investissement de la part du lecteur. C'est donc une BD qui n'est pas faite pour tout le monde. Ben voyons. Enfin si, elle est faite pour tout le monde, mais il faut que ce tout le monde fasse l'effort de s'y investir. Mais heureusement pour nous, Martin Panchaud nous facilite la tâche, cachant des tutoriels dans sa BD. D'abord, il va nous apprendre à lire les symboles, et après il va nous plonger dans l'émotion esthétique. On va y revenir tout de suite. Mais avant, pour le contexte, vous allez avoir besoin du pitch, du fameux pitch. Je vous cite celui que Panchaud a donné dans le journal du dimanche parce que c'est plutôt bien résumé. C'est l'histoire de Simon Hope, un adolescent de 14 ans qui vit dans la banlieue de Londres. Il va lui arriver simultanément un grand malheur et un grand bonheur. Il gagne un pari sportif sur une course de chevaux et se retrouve avec un ticket qui vaut plusieurs millions de livres. Malheureusement, il lui faut un adulte pour contresigner son billet. Il s'avère que sa mère est dans le coma et que son père est parti. Ainsi démarre une aventure, une quête, pour retrouver une personne de confiance et savoir ce qui s'est passé. Maintenant que vous avez le contexte, c'est parti pour le tutoriel. La première page commence dans le dénuement. L'auteur évite de surcharger le lecteur d'informations, du moins pour le moment. Pour l'instant, il essaye de l'entraîner en douceur dans l'histoire et dans le mode de narration un peu particulier que propose La couleur des choses. Le reste viendra plus tard. Une fois le principe intégré, Panchaud s'en donnera à cœur joie. Mais pour le moment, nous devons attendre. La première chose que l'on voit, c'est cette énorme tronche de cake. Enfin, cette énorme licorne. Mais c'est un gâteau, c'est pour ça que je dis ça. Ok. Bon, on voit la licorne et celle-ci est reliée par un trait à un rond coloré plus petit, qui est donc la licorne version dézoomée. Juste à côté, il y a un autre rond coloré, légèrement plus grand, dont il nous est indiqué qu'elle s'appelle Daisy Hope, et que c'est la mère. La mère de qui? Bonne question. Puisqu'il n'y a pas grand chose d'autre comme information dans la page, nous suivons le trait restant. Je me suis donné du mal, mais je l'ai fini
finit juste à temps. Bon, faut pas être un génie pour comprendre que ce sont les paroles de la mère, y a qu'elle dans la page. Enfin, y a le gâteau aussi, mais bon, les gâteaux ça parle pas. Enfin, je crois. Oh putain! Je suis de 143! Cette page nous donne donc les informations suivantes. Les personnages sont des ronds colorés, tout comme les objets. Parfois il y aura des zooms lorsque la figuration de l'objet est importante, mais la plupart du temps tout sera abstrait. Enfin, les bulles auront cette forme-ci. Bien. Page suivante. Toujours un fond blanc. La mère appelle son fils. Simon Hop. Une boule orange. La même que celle représentée en couverture. Ce sera donc notre personnage principal. Bonjour à lui. Bonjour. Page suivante, ça y est. Ça commence à se complexifier. La parole ne se restreint plus au seul côté gauche, elle vient aussi de la droite. Ça se lit finalement comme une BD classique. Juste, y a pas de case. Apparition du troisième personnage, le père. On apprend qu'il joue à des jeux d'argent, gâchant ainsi les économies de sa famille. Simon annonce qu'il quitte la maison pour aller livrer le gâteau. Première véritable case de l'album, c'est un plan aérien de la ville nous montrant le trajet du gamin. Et c'est là, à partir de cette case, qu'on commence à se dire que le concept est génial. Parce qu'au lieu de faire dire à Simon « Salut, je vais chez Madame Thompson qui habite au 56 rue des Raviolis lui livrer son gâteau », ce qui serait trop textuel, ou même au lieu de dessiner Simon marcher dans la rue avec le gâteau, ce qui ne serait pas franchement intéressant, l'auteur nous montre juste le trajet en mode GPS. On s'embarrasse pas des détails, pas besoin de faire des jolis dessins. On est dans l'efficacité pure. Page suivante, nouvel apprentissage. Cette fois, on a des cases. 3 personnages l'attendent sur la case suivante, sans doute des amis à lui, puisqu'ils semblent le connaître. Il est impossible de déterminer leur âge. Pour les parents, on devinait à peu près, vu que c'était le père et la mère. Mais là, on n'a que des noms, sans autre information. Le dialogue nous indique que Simon se fait régulièrement voler ses gâteaux par ses 3 gus, qu'ils se font passer pour ses amis alors qu'ils se moquent de lui. Et on apprend aussi que Simon est gros, élément qu'il est impossible de deviner par l'image. Ça aussi, c'est intéressant, parce que Simon est moqué tout au long de l'histoire parce qu'il est obèse. Tous les personnages le soulignent. Mais ce trait physique ne sera pas représenté par l'auteur. Ce que ça implique, c'est que, pour le lecteur, Simon et tel ou tel autre personnage ont la même apparence, alors qu'ils ont des corpulences différentes. La morphologie de Simon n'a donc d'importance que pour les personnages qui vont le juger, mais pas pour l'auteur ni pour le lecteur. Le poids de Simon est un non-événement, il est purement contextuel. Bref, revenons à nos moutons. Dans cette planche donc, les cases se resserrent de plus en plus, étouffées par le dialogue. D'une part, Simon perd de vue son objectif, qui était d'aller vers là-bas dans la planche, et d'autre part, on a le sentiment que Simon est pris au piège. Plus il se rapproche des 3 individus, plus la case est petite, comme si le piège se refermait sur lui. La place des dialogues est intéressante, en dehors des cases comme chez Ibn el-Rabim, ce qui permet de clarifier le dessin. Les deux sont séparés. C'est assez clair, j'ai pas besoin de visualiser le visage des enfants. Tout ce qu'il y a besoin dans l'histoire, c'est de comprendre qu'il y a 3 gosses dans un parc qui parlent à Simon. C'est tout. À quoi ils ressemblent, c'est pas important. Tout comme le parc, Osef, c'est un parc. C'est un contexte pour situer l'action. À quoi bon se fatiguer à dessiner la rugosité d'un tronc qui ne sert que de décor? Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'écran, pas ce qui est représenté. On va donc très peu s'attarder sur les images, puisqu'elles n'ont rien pour nous arrêter. Elles ne sont que de passage. Pour ceux qui aiment les jolis dessins, forcément ça va constituer un frein. Mais pour ceux qui lisent de la BD pour d'autres raisons, comme le rythme ou la narration, vous allez être servi. Une fois pris dans le flow, vous ne pourrez pas vous arrêter. Bref, vous avez compris. Ça, c'était le tuto. Le tuto va prendre fin. Ça veut dire que le lecteur est prêt à plonger dans le grand bain. Avant de passer au chapitre suivant, je dois quand même préciser 2 choses pour la suite de la vidéo. Premièrement, l'objectif de Simon dans ce passage, c'était de livrer le gâteau licorne à la cliente de sa mère. Cette dernière lui a formellement interdit de manger le gâteau. Parce que souvent, quand elle en confie un à son fils, il se goinfre et la cliente se retrouve avec des miettes. Or là, Simon s'est éloigné du droit chemin, en allant dire bonjour à ses potes. Le trajet qu'il devait suivre nous a été montré, et si vous regardez bien, il doit passer à côté du parc et non rentrer dedans. C'est pour cette raison que je vous parlais de piège. Et à la fin de cette séquence, on peut voir Simon discuter avec ses pseudo-potes. À droite de la planche, l'auteur nous montre le gâteau se faire manger petit à petit. Le piège s'est donc bel et bien refermé sur Simon, et chaque itération du gâteau sur la planche nous montre à la fois qu'il est un peu plus dans la mouise par rapport à sa mère, mais aussi que le temps passe pendant qu'ils discutent tous ensemble. Finalement, au lieu d'aller livrer le gâteau, qui n'existe de toute façon plus vraiment, Simon accepte de les suivre chez une vieille dame pour lui proposer de porter ses courses à sa place et se faire un peu de thune. Mais il s'avère que cette vieille femme est en réalité une voyante. De ce fait, elle prédit au gamin quel cheval va gagner la prochaine course à l'hippodrome. Bien sûr, il ne la croit pas vraiment, puisque c'est juste une vieille folle. Dernière précision, rassurez-vous, c'est une vidéo sans divulgachage. Tout ça, c'est dans les 30 premières pages de l'album, et il y en a 236. Donc tranquille. Maintenant que vous avez tous les éléments, on va pouvoir poursuivre. Tout ça c'est bien joli, mais vous allez me demander, vu que c'est juste des ronds, que c'est juste des graphiques, qu'il n'y a pas de perspective, pas de mouvement, la BD est un peu molle, non? Bah en fait non, la couleur des choses c'est une BD d'action. Enfin oui quand même, ça blablate beaucoup, mais pas que.
Par exemple, cette scène. Simon rassemble ses économies pour aller miser sur des courses de chevaux. Il ne peut pas prendre la monnaie dans sa main. Pas grave. D'abord, l'auteur commence par un petit topo de la valeur des pièces de 1 penny à 2 livres. Puis il enchaîne avec un plan sur la chambre où il nous montre où sont situées les pièces. Par suite, on constate que Simon n'a pas beaucoup d'économies. L'image suivante nous montre Simon regarder et compter son petit pécule. Pas besoin de montrer les actions, on passe de constat en constat. Valeur des pièces, état de la chambre, comptage. Bon, vous allez me dire que ramasser des centimes par terre, c'est pas incroyable comme action et vous auriez raison. On a connu plus dynamique. Ok, vous aimez la bagarre? Et ben voilà ce que ça donne dans la couleur des choses. 2 ronds face à face, pointillé pour le mouvement, endroit des impacts, et une flèche pour nous montrer la dose de douleur provoquée. Quand je vous disais que la BD s'inspirait des jeux vidéo, je disais pas ça en l'air. Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, elle s'inspire des jeux vidéo. La jauge de douleur ressemble fortement à une jauge de vie, à un compteur de santé comme dans GTA ou comme dans les jeux de combat. Si la jauge est pleine, alors le personnage adverse meurt. Mais c'est aussi une façon de mesurer la force des coups. Ok. On peut donc montrer des combats même si c'est pas spectaculaire. Mais les émotions, c'est impossible. Ok. Dépression. Simon prend conscience qu'il est grave dans la mouise et qu'il n'y a plus aucun espoir. Il doit des clopes à ses nouveaux amis, sinon il va se faire tabasser. Mais plus grave encore, il a trahi sa mère en mangeant le gâteau alors qu'il avait promis d'en prendre soin. Mais c'est pas tout. Il s'embourbe dans les problèmes et les problèmes grossissent. Avec cette histoire de gâteau, il a provoqué une dispute familiale, ce qui a fait que sa mère se fait engueuler et frapper par son père. Père qui semble être le plus gros problème de la vie de Simon. Pourtant, s'il veut pas se faire casser la gueule par ses potes, Simon il va être obligé de voler des clopes à son père, ce qui risque de le rendre encore plus chafouin. En plus, ils ont dit qu'ils allaient lui défoncer le foie. Mais s'il le fait pas, la fille dont il est amoureux, qui est la sœur d'un de ses potes, va sûrement le prendre pour un lâche. Il doit être ami avec son frère pour avoir la sœur et donc continuer à voler son père. Mais Simon a soudain la révélation. La seule solution à tous ces problèmes, c'est d'accomplir la prophétie qu'il a eue le matin même chez la voyante. Parier sur un cheval et remporter un maximum d'argent. Comme ça, son père, qui n'aura plus de problème de fric, deviendra gentil avec sa mère, qui pourra faire plein de gâteaux, et Simon pourra acheter des clopes à ses potes et se faire accepter par son amoureuse. C'est logique. Décision prise, sa dépression se transforme alors en obsession et prend l'allure de son seul espoir, le cheval qui va remporter la course. Bon, tout ça et encore, je vous ai fait la version courte, c'est illustré comme ça. Et puisque ça se passe de mots et d'explications, contrairement à ce que je viens de faire, on se retrouve dans un pur ressenti. On n'est plus dans le décodage, il n'y a pas besoin d'analyser les images pour les comprendre à ce stade de l'histoire. On se laisse porter. Délesté du décryptage, l'émotion esthétique est née de ces simplicités qui semblent couler de source. Mais ça, vous ne pourrez le comprendre qu'en vous confrontant vous-même à l'œuvre. L'émotion ne peut se vivre que dans l'expérience et pas dans l'explication. La mobilisation des connaissances du lecteur est essentielle. Cinéma, jeux vidéo, littérature, bande dessinée. Par exemple ici. Simon a gagné la course de chevaux et il est sur le point de recevoir 16 millions de livres. Le problème, c'est qu'il faut un adulte pour encaisser la somme, vu que Simon est encore mineur. Or, il a payé son ticket avec l'argent qu'il a volé à son père. Celui-ci, accusant sa mère, l'a envoyé dans le coma avant de s'enfuir. Simon est donc laissé face à face avec lui-même à cause de la situation qui devait tout arranger. Et on a le droit à cette planche. Quand on feuillette l'album en librairie, ce genre de planche, ça ressemble à un foutage de gueule. Mais en réalité, une fois dedans, cette immense case avec le personnage en tout petit, face à face avec les conséquences de ses actions, avec son monde qui s'effondre, avec sa solitude, franchement, ça vous donne un petit pincement au cœur. Ouais, ça fait mal, parce que ça fait appel à des situations que l'on connaît déjà. Si vous n'êtes pas convaincu, laissez-moi vous parler de cette autre scène. Simon et son amoureuse discutent sur un banc dans un parc. D'un œil extérieur, on voit juste les cases qui se ressemblent toutes, surtout ce petit bloc de 4 ici. Mais dans l'histoire, on comprend ce ralenti, cette itération qui met l'emphase sur le sens des silences. On les voit se regarder, échanger un baiser, se regarder à nouveau et regarder l'horizon. Le beau, il est là. Cette case est belle parce que cette case est juste. Elle arrive au bon moment et elle est parfaitement bien placée dans la narration et dans la composition. Ça, c'est super émouvant. Et cette émotion est renforcée par le fait qu'au fond, c'est juste 2 boules colorées qui sont collées ensemble. D'un point de vue extérieur, c'est profondément ridicule d'avoir une vague de chaleur dans notre corps quand on observe ce dessin. Et pourtant, c'est justement parce que c'est peu que ça offre beaucoup. Parce que notre émotion n'est pas due à une belle apparence, à une matérialité évidente, mais parce qu'elle est due à la beauté de la composition, qui est l'essence même du 9e art. Pour le dire autrement, le récit dénué de fioritures touche à l'essentiel. Il évoque une situation que l'on connaît à travers des films, des BD, des séries, voire même à notre propre expérience ou à nos propres rêves. Ce n'est pas la beauté des décors ou le jeu des acteurs qui nous touche, mais le fait que cette scène arrive à ce moment-là, composée de cette façon-là, et qu'elle fasse écho à ce quelque chose qui est en nous. Notre culture, nos souvenirs et la bande dessinée. Tout cela s'entrecroise avec justesse et crée cette émotion particulière qu'il est impossible de retranscrire. L'intellectualité nécessaire pour comprendre cette BD se change en émotion une fois qu'on n'a plus besoin de réfléchir pour se laisser porter. C'est-à-dire une fois qu'on en maîtrise pleinement les codes. Comme un enfant qui vit ses premières émotions de lecture une fois qu'il maîtrise suffisamment les lettres et qu'il n'a plus besoin de les déchiffrer.
Avant de passer à la conclusion, je vous laisse avec AG qui voulait vous parler de l'importance de rendre le lecteur actif dans sa recherche d'émotions. Salut, c'est moi. Alors, moi ce que j'ai retenu dans cette BD, bon forcément c'est ce qui saute aux yeux, c'est que tous les personnages donc sont des ronds. Et c'est ce qui m'avait, comment dire, fait hésiter à l'acheter parce que je me suis dit, ok, ça a l'air bien, tout le monde en dit du bien, ça a eu un prix à Angoulême, mais bon, je me disais, est-ce que vraiment j'ai envie de lire une BD où en fait on voit pas les personnages, en fait on voit que des ronds. Et en fait en lisant, oui, j'avais envie de lire ça, et j'avais envie de lire ça pour une raison extrêmement simple. C'est qu'en fait ça me rappelle tout ce que j'aime dans le cinéma, et dans le bon cinéma. Alors bien sûr évidemment il n'y a pas, forcément, vous avez peut-être trouvé des films où en fait on suit des ronds, mais je veux dire, vous allez me dire on est très loin peut-être du cinéma avec ça, mais en fait pas tant que ça, parce qu'on a des réalisateurs qui ont à peu près le même processus esthétique. C'est-à-dire qu'en fait il y a des réalisateurs, et ben ils te disent pas ce que pensent les personnages. Et ça je trouve ça fabuleux. En fait on a des réalisateurs, les personnages on les voit avec leur tête, et on sait pas si c'est du lard ou du cochon, on sait pas si on doit rire, si on doit pleurer, on sait pas trop ce qu'ils ressentent. Et du coup, c'est au spectateur d'essayer de voir comment est-ce qu'il interprète la scène. C'est au spectateur de recevoir l'œuvre et de se demander, ok, est-ce que là on est plutôt sur quelque chose de triste, est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de joyeux, de pathétique. Et en fait j'ai vraiment retrouvé ça là-dedans. Il y a plein de moments où en fait on ne sait pas en fait si on doit rire ou si on doit pleurer. Il y a plein de scènes où ce gamin se fait harceler, hein, le rond principal se fait harceler, et lorsqu'il se fait harceler, en fait c'est quand même plutôt drôle. Mais en même temps, le gamin il est en train de se faire harceler, et donc toi lecteur, tu vas ressentir des sentiments tout à fait contradictoires. Et donc l'émotion que j'ai eue en lisant cette BD, si vous la lisez, vous n'aurez sans doute pas la même. Parce que l'absence de visage, l'absence d'émotion, va te pousser toi à t'investir d'une certaine manière dans cette œuvre. Mais vu que vous et moi, nous sommes différents, hein, je ne dirai pas en quoi, mais vous savez que nous ne sommes pas les mêmes, hein, nous n'aurons pas le même ressenti. C'était déjà pour ça que j'aimais beaucoup les BD de Jason, dans lesquels on va avoir des personnages qui n'ont pas de pupilles, qui ont des visages extrêmement neutres, et donc en fait, pareil, de la même manière, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, et d'une certaine manière, j'ai envie de dire que c'est ce qu'on retrouve un peu chez Bresson, Robert. Avant 7 ans, les Anglais perdront tout en France, par une grande victoire que Dieu enverra aux Français. Je le dis afin que le moment venu, on se souvienne que je l'ai dit. En quelle année, quel jour? Vous n'aurez pas cela de moi. Où les personnages vont quasiment tous, la plupart du temps, avoir un regard figé, et c'est à toi de savoir ce que pense le personnage. C'est à toi de faire un travail pour recevoir l'émotion du personnage. Et tout le monde ne le recevra pas pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on a un effet, on a une œuvre d'art qui produit un effet, mais cet effet ne sera pas le même chez tout le monde. Et ça, c'est le beau. Je sais très bien qu'à travers cette vidéo, j'arriverai pas à convaincre les lecteurs les plus suspicieux envers ce genre de production. J'ai vu ça et là, certains lecteurs dire que le livre est sympa mais qu'il ne vaut pas grand chose en dehors de son concept. Que ça surprend mais que passé la surprise, il n'en ressort rien. Que ce n'est pas une lecture marquante en dehors de l'idée formelle. En réalité, j'exagère un peu, la BD a été globalement très bien reçue. Mais quand même, il y a des choses que je trouve un peu injustes qui ont été dites sur cette BD. Moi, c'est un reproche que je ferais plutôt à certaines BD de Marc-Antoine Mathieu, qui sont des BD qui parlent de BD, mais qui ne provoquent aucune autre émotion, mis à part celles qui dérivent de la jouissance du procédé ludique. Dans La couleur des choses, on est sur autre chose. C'est pas une BD qui s'auto-alimente dans son propre concept, mais bien une BD qui se sert de sa proposition dans le but de provoquer de réelles émotions. C'est pas vraiment une BD qui cherche à dépasser les limites narratives de la bande dessinée, mais bien une BD qui cherche à raconter autrement et à émouvoir par sa manière de composer la narration. On est donc plus proche finalement de Chris Ware que de Lou Bappo. En parlant de ça, j'ai aussi vu des gens proclamer que tout ceci n'a rien de neuf, que c'est du Chris Ware en moins bien et qu'on s'excite pour pas grand chose. Je trouve cette façon de voir un peu limitée. Bien sûr, Martin Panchaud s'inspire de Ware, notamment sur son découpage ou l'utilisation de flèches et de zoom. Et alors? Si on aime Ware, c'est plutôt une bonne chose. Qui reprocherait à Jean Metzinger de faire du cubisme sous prétexte que ça a déjà été fait par Picasso? Ça n'aurait pas de sens. Les nouvelles formes d'expression sont faites pour être réutilisées et réinterprétées. C'est pas parce qu'une forme a déjà été utilisée que ça rend la BD moins bien. Il faut au contraire se réjouir que des avancées BDesques soient réutilisées pour proposer de nouvelles histoires. Une bonne BD, c'est pas forcément une BD innovante, c'est une BD qui allie la forme au fond. C'est une BD dont la forme sert le propos, c'est tout. Une BD simple et classique peut être une excellente BD. Et la force de La couleur des choses, c'est que son esthétique propre renforce ce qui est raconté. D'autant que c'est un peu facile de dire que c'est du Chris Ware. Martin Panchaud exploite la vue du dessus systématique comme dans les vieux GTA, avec les personnages qui ne sont que des points. Ça offre autre chose que Ware, c'est comme passer d'un jeu 2D scrolling horizontal à un FPS vu du dessus. Ce sont des sensations différentes. Martin Panchaud s'est aussi fortement inspiré des travaux de Warja Lavater, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, que les parents et les libraires doivent connaître. Si, je vous montre quelques images.
Ça, c'est le petit chaperon rouge. Eh bien, Lavater, elle faisait comme Panchaud. D'abord un glossaire des symboles et puis ensuite des illustrations dans ce style pictural, laissant le lecteur comprendre par lui-même les situations présentées. Un bon artiste, c'est un artiste qui digère diverses influences pour créer son propre style. C'est le cas de tout le monde et notamment de Martin Panchaud. Un patchwork d'influences qui crée une œuvre d'art propre et unique. Bref, moi j'ai bien aimé la couleur des choses et sa proposition. J'irai pas à crier jusqu'au génie, mais je vous encourage à tenter l'expérience par vous-même. Peut-être que vous allez accrocher, ou peut-être pas. Tentez, le lien est en description. On devrait sortir tout bientôt une vidéo sur le minimalisme en bande dessinée. Si vous avez déjà lu La couleur des choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à mettre votre j'aime, votre petit commentaire, vous abonner et passer sur la page Tipeee. Mais surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.